Fin novembre, voici la situation à ma fenêtre. Oui, à ma fenêtre. Quand on me voit dans le reflet, c'est tout gelé, patinoire sur la route. Et voici ce que je dois vous présenter. Voilà. Un peu moins que d'habitude, mais quand même une petite quarantaine, quoi. Hello mes girls. Je suis de retour. Pas très en forme. Voilà. Nous sommes donc fin novembre, le 28. Et ne vous y trompez pas, tout ceci n'est que maquillage, puisque j'ai attrapé le Covid, voilà, n'est-ce pas? Et que je suis toujours avec des symptômes divers et variés. D'ailleurs, ça m'intéresse si vous avez attrapé le Covid, vous aussi. Dites-moi comment ça s'est passé pour vous, parce que mon fils l'a attrapé, il a eu des symptômes. Il l'a donné à mon mari et à moi, on a eu des symptômes, mais tous les trois, on n'a eu ni les mêmes symptômes, ni dans les mêmes intensités, ni en même temps, ni au même moment. Donc voilà, j'ai mon pull de Noël, de la collection de Noël, enfin hiver, Noël 2023, là, cette année. De Muse, bien sûr, donc pour celles qui me rejoignent, bienvenue, je suis Angeline et je suis entre autres la fondatrice de Muse, donc une marque de vêtements littéraires. Et ici j'ai donc les 4 sapins aux couleurs des 4 maisons Harry Potter. Voilà, évidemment, ma maison c'est celle-là, choisissez la vôtre. Voilà, et je me suis pris ça aussi parce que je me suis commandé celui-là aussi, parce que évidemment je ne me commande pas tous les modèles de Muse, sinon j'aurais des centaines de t-shirts et de sweats, ce qui est déjà pas loin d'être le cas, donc j'évite d'en faire trop. Mais du coup, celui-là, je l'aimais beaucoup trop. C'est la production de citrouille de Hagrid, avec des couleurs un peu comme ça, frosty, là, hivernales, comme s'il y avait eu du gel un petit peu sur les feuilles des citrouilles, là, qui sont un peu bleutées. Voilà, on peut lire Hagrid's Pumpkin Farm, donc la ferme de citrouilles d'Hagrid. Et ici, il y a marqué Magically Grown in England, donc qui a poussé, comment on peut dire grown, élevé, bah ça se dit pas en français, produit, on va dire, produit, magiquement produit, que ça fait pas beau en français, en Angleterre. Voilà, donc je l'aimais beaucoup trop. Du coup, je me suis pris celui-là. Et les 4 maisons de Noël, quoi. Enfin, voilà. Sur Muse. Donc, n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, on a sorti hier une édition limitée qui est une couverture. Mais alors, celle-là, elle est aussi grande que... bon, je le vois à côté de moi, mais vous savez, le grand plaid tout doux Agatha Christie qu'on avait sorti là, avec toutes les Indian. Elle me fait bouger ma chienne qui me fait bouger la caméra. Qu'on avait sorti avec les poisons toxiques. Il est aussi grand, sauf que là, il est doublé en Sherpa. Bref, c'est qualité plus. En tout cas, notamment en épaisseur. Allez voir ça si c'est encore disponible au moment où vous y allez. Mais voilà. Donc, et c'est, je vous dis ça, j'y pense parce que c'est Poudlard sous la neige, vous savez, à l'aquarelle. C'est un des motifs que vous avez adoré sur les... comment on dit, le t-shirt et le... Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. Le t-shirt et le sweat, Poudlard à l'aquarelle. Il y avait eu celui d'automne qui était sorti que vous avez adoré. On a fait celui d'hiver. Et donc là, la couverture de lecture, c'est avec cette énorme et magnifique illustration avec la petite phrase « By spell and stone, this castle is my home ». C'est tout joli. Voilà, j'aimerais vous descendre d'un étage un petit peu. Est-ce que je peux sans tout casser? Voilà. Est-ce que c'est mieux? Ouais, bon. Voilà, donc j'ai plein de livres à vous montrer, une quarantaine, là, par là. Et avant, je voulais aussi vous montrer ça que j'ai reçu de la part d'une créatrice sur Instagram. Vous avez son nom.
juste là. Donc c'est feuille et galets. Je vous montre à l'envers. Feuille et galets, voilà. Donc son Instagram s'appelle pareil. Et regardez les petites beautés qu'elle m'a envoyées. Ce sont des marque-pages en résine, non comment on dit, en époxy, il me semble qu'on dit comme ça. Donc ils sont transparents avec des incrustations. Et les petits pompons, donc elle en fait plein de différents évidemment. Elle m'en a envoyé un blanc, elle m'en a envoyé un vert avec la petite fleur dedans comme ça. Et elle m'en a envoyé un doré avec des feuilles d'or. Tout cute. Donc si vous voulez aller jeter un petit œil, voilà, feuilles égalées sur Instagram. Je cherche tellement mes mots, je suis désolée. Et donc, merci beaucoup pour ces petites beautés qui vont aller dans mes prochaines lectures, qui iraient très bien avec le sapin d'ailleurs. Je pourrais les pendre au sapin. Et voilà, donc merci beaucoup pour ça et allez voir si ça vous tente des petits marque-pages transparents incrustés de fleurs et paillettes. Voilà, ça pour ça. Et ensuite, je vais prendre dans l'ordre que ça me vient. On a quelques-uns des livres là qui seront à gagner sur Instagram. Si vous ne suivez pas Muse sur Instagram, @musebook.club. Qu'est-ce que vous attendez? Et voilà, n'hésitez pas à aller suivre ça sur Instagram parce que on fait quand même beaucoup de concours avec souvent des très beaux lots. Donc, on va commencer parce que ça fait quand même 7 minutes que cette vidéo a commencé. Alors, j'ai reçu du coup la dernière enquête du Bureau des Affaires Extraordinaires de Viviane Moore, publiée chez 10-18. Et là, je crois que pour celui-là, je me suis un peu fourvoyée parce que du coup, moi, j'avais cru que c'était quelque chose de très fantastique. Je vais avancer ça. Et en fait... Mais je crois que pas vraiment. Voilà, parce que ça nous dit Paris, janvier 1588, alors que le froid et la famine règnent, que s'affrontent par l'épée ou de cinglants pamphlets protestants et catholiques, des assassinats sauvages sont perpétrés par un insaisissable meurtrier. C'est vraiment... je porte mon Covid là, hein, c'est dur. Donc elle affirme que c'est un loup-garou. Donc c'est pour ça là je m'étais dit affaire extraordinaire, loup-garou. Je me suis dit c'est une enquête fantastique. Et en fait, bon, dites-moi si vous l'avez lu, mais je suis pas sûre finalement. Je pense que c'est plutôt des croyances populaires d'antan, mais pas de la vraie magie en fait. À la cour, on murmure que cette créature, mi-bête, mi-démon, ne serait autre que le roi lui-même. Sa dernière victime est une jeune et belle lavandière aux trop nombreux prétendants. Une enquête difficile s'annonce pour le très secret Bureau des Affaires Extraordinaires et son chef, le commissaire Dumoncel. C'est également une véritable course contre le temps, car la date du prochain meurtre coïncide avec celle de la pleine lune. Croisant sur son chemin Mage et Pythonis, je sais pas ce que c'est, reines et bourreaux, fou du roi, homme sauvage et médecin des morts, Jean Dumoncel devra descendre jusque dans les entrailles de Paris pour mener sa plus périlleuse enquête, et peut-être la dernière. Voilà, donc je pense pas que ce soit complètement de la magie en mode, on n'est pas dans Harry Potter, mais peut-être plus tout ce qui est croyance et peut-être pratique un peu occulte, mais je suis pas sûre. Je pense que c'est plutôt ça. Mais de toute façon, tout ce qui se passe, moi, dans Paris et Londres, avant notre ère, disons, ça m'intéresse toujours beaucoup. Je trouve que c'est très... je sais pas comment on dit, très... ça fait de beaux décors pour dérouler une histoire. Et d'ailleurs, en parlant de décors et de ces périodes, etc., et notamment le 19e siècle, même si là on est bien avant, j'ai regardé sur YouTube une série de documentaires, un peu documentaires télé-réalité, qui sont en anglais uniquement. Mais bon, sur YouTube, je crois que vous pouvez mettre les sous-titres maintenant. Je suis désolée, je suis
pas au top, et ça s'entend. Et donc bref, j'ai regardé un truc qui s'appelle 24 Hours in the Past. Et en fait, c'est 6 célébrités, alors moi je les connais pas, mais c'est des célébrités en Grande-Bretagne, qui en fait vont passer, donc c'est 24 heures mais x4, il y a 4 épisodes, dans l'époque victorienne, et c'était incroyable. Je me suis rendu compte de ce que vivaient les gens à l'époque victorienne grâce à ça, alors qu'on a déjà vu des tonnes de films, lu des livres et tout, mais là, voir des gens de la vie moderne rentrer dans ce monde-là, ils ont tout recréé, des villes, etc. C'est incroyable. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Voilà, j'ai trouvé ça génial et effectivement, j'ai retrouvé toute cette atmosphère très romanesque qui se prête beaucoup aux romans et aux films, même si là, pour le coup, on se rend compte qu'il y a vraiment des gens qui ont vécu comme ça. Ça met une claque, ça met une vraie claque. Voilà, parenthèse fermée. Ensuite, je vous montre Exterminate All the Brutes. Je sais pas si c'est fait exprès que ce soit comme francisé. Brut, est-ce qu'on dit brut en anglais? Il me semble pas. Je crois que ça a été comme... Bon, bref, on s'en fout. Donc, l'histoire a toujours été écrite par les vainqueurs. Il est temps de changer de point de vue. C'est par Raoul Peck, chez 10-18, toujours. Et donc là, c'est tout en couleur. C'est du papier... c'est sur papier glacé, on le voit là. Et ça sent... J'adore. Ah, mais oui. J'allais dire, ben non, j'ai plus d'odorat. J'étais là, mais il a perdu l'odeur. Ça fait 3 jours que j'ai plus d'odorat ni de goût. Grâce au Covid, n'est-ce pas? Voilà, donc j'étais en mode bon. Effectivement, ça sent plus rien pour moi maintenant. Mais quand j'avais l'odorat, vous savez, ça sent les manuels scolaires neufs. Et j'adore je me shoot à cette odeur. Quand j'ai des livres qui sentent ça, je suis en mode... Et là, je suis un peu frustrée parce que je peux pas. Mais voilà, donc du coup, c'est tout en couleur. Il y a des images, des photos. Et ça parle donc de tous les peuples exterminés. Ça m'a notamment donné très envie parce qu'on parle évidemment des peuples ici d'Amérique du Nord, des Indiens d'Amérique, terme que désormais je déteste puisque ils ne sont ni indiens ni voilà, ils viennent pas d'Inde, mais c'est encore un nom qu'on leur a donné, tout comme c'était vraiment le début du foutage de bip, voilà, ça a commencé par un nom qui n'était pas le leur, et puis on leur a tout pris jusqu'à leur nom, donc bref, une histoire qu'on apprend ici quand on est en Amérique du Nord, dont j'avais pas vraiment conscience quand j'étais en France, et c'est chaud, enfin bref. Donc là, on nous dit que dans ce récit à l'ambition peu commune, Raoul Peck adopte radicalement la position des peuples conquis, vendus, déportés et tués au long des 600 années d'entreprise coloniale européenne. Il déconstruit l'histoire officielle pour tisser un texte robuste autour de l'extermination des Indiens d'Amérique, de l'esclavage des peuples d'Afrique, des colonisations et de la Shoah. Voilà, donc c'est... j'ai commencé à le lire. C'est bon, c'est tout ce que l'homme... tout ce qu'on a envie de vomir de l'histoire de l'humanité, quoi. Voilà, les colons... bref, ça parle des colons européens, les blancs donc, qui sont venus et partout dans le monde et qui ont voulu inculquer leur science et surtout leur religion et leur manière de vivre, et que si vous n'étiez pas d'accord, eh bien ça se terminait mal, et que même quand vous étiez d'accord, eh bien on vous repoussait de vos terres, bref, ça montre tout ça, entre autres. Et donc c'est assez passionnant, et c'est dans un tout petit ouvrage que tout se condense. Et voilà, on suit un petit peu l'histoire de l'auteur à travers l'histoire du monde. Et voilà, super intéressant. J'ai hâte de le finir et je vous en reparlerai du coup bientôt. Ensuite, j'ai reçu ce petit livre qui est un tome 2, qui est une scandaleuse supercherie de Lynn Messina, toujours chez 10-18. Le premier, je vous l'avais présenté, il était vert et jaune, il me semble. Et donc je vais pas lire le résumé pour ne pas nous spoiler, mais donc là c'est à nouveau tout ce que j'aime. Béatrice Hyde Clare, détective malgré elle au temps de la Régence anglaise. Voilà, de toute façon dès qu'on voit ces petits macarons là avec les chapeaux et tout, on sait où on est, on sait à quelle époque on est. Bref,
voilà, c'est un peu mon dada, ces périodes d'avant, la Régence, et puis ensuite, hein, pas que, évidemment, comme je disais, le 19e siècle, enfin l'époque victorienne, bref, j'aime beaucoup tout ce qui se passe dans ces époques-là. Ensuite, j'ai reçu dans la série des enquêtes de Nicolas Le Floch par Laurent Geoffrin, l'énigme du code noir. Voilà. Et là, pareil, on est dans les mêmes thèmes pour le coup, un petit peu que là, n'est-ce pas? Sauf que, et donc on est dans de la fiction, mais qui s'inspire de faits réels, hein, évidemment. Avril 1791, on retrouve 2 cadavres atrocement mutilés de la même façon et portant également quelques stigmates. Le Code noir, ouvrage établi par Louis XIV pour réglementer la vie des esclaves, contiendrait-il des éléments pouvant aider Nicolas Le Floch, je ne sais pas si on dit le Floch ou le Floch sûrement, dans son enquête dans le Paris révolutionnaire, encore une fois, voilà, tout ce que j'aime, lire en tout cas, où hommes et idées s'affrontent violemment. Le commissaire se trouve au cœur de la bataille qui oppose partisans et ennemis de l'abolition de l'esclavage. Il doit aussi combattre de redoutables criminels venus d'un mystérieux repère. Sur quels anciens et nouveaux alliés Nicolas Le Floch, je suppose, pourra-t-il s'appuyer pour traverser les cruelles tempêtes de la Révolution? Il ne reste qu'à le lire pour le découvrir. Voilà, petit livre qui, ma foi, me donne bien envie. Et je crois que c'est très... qu'il y a de grands... qu'il y a des fans de cet auteur, il me semble. Hein. Ouais, Laurent Geoffrin est l'auteur de nombreux livres. Voilà, c'est parce que j'en ai vu beaucoup passer, il m'a semblé. Mais je crois qu'ils ont changé les couvertures pour les nouveaux. Enfin, c'est une nouvelle parution, le style. Il a écrit de nombreux livres. En 2021... Ah mais non, c'est ça. En 2021, il a relevé le défi de continuer à faire vivre les personnages inventés par Jean-François Parrot et leurs aventures à la suite du décès de leur créateur 3 ans plus tôt. Voilà, Le cadavre du Palais Royal, que j'avais reçu précédemment et que je vous avais présenté, est paru aux éditions 10-18 en 2022, couronné d'un grand succès. Voilà, c'est ça. Et donc, je suppose que c'est pour ça qu'ils ont changé les couvertures, c'est parce que ça là, il me semble que cette série existait déjà avant et que par contre, donc c'est ça, que c'est un nouvel auteur qui aurait repris. Je sais pas si c'est cette série exactement ou si c'est des personnages qui traversent à travers plusieurs séries, parce que moi j'ai découvert que avec le Palais Royal là, de l'année dernière. Donc voilà, en tout cas, on est toujours dans les thèmes. Indiane, est-ce que tu vas vomir à côté de nous là? C'est bon? C'est bon les bruits de bouche sous la caméra? Qu'est-ce que tu veux venir là? Viens. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? T'as bu? Tu as bu? Quel cochon! Des ronflements. Ensuite, j'ai reçu une beauté. Le crime parfait d'Agatha Christie. Voilà, et je vais vous montrer qu'il y en a. J'en ai un autre dans la même thématique. J'ai encore ma chaîne dedans. Donc, et si Agatha Christie devenait le personnage d'un de ses romans, c'est toujours chez 10-18 et c'est par Bénédicte Jourgo. Je pense que s'il y a juste le... Ouais. Une superbe couverture, une lecture parfaite pour les fêtes de fin d'année. Donc, et si Agatha Christie devenait le personnage d'un de ses romans? Mais j'aime trop quand les éditions 10-18 font des petites poches comme ça. Enfin, des petites poches, évidemment, il faut que des poches. Font des livres avec des dorures. Je trouve qu'à chaque fois, c'est très réussi. Et vous allez voir qu'il y en a quelques autres là. Ils sont merveilleux. Ils ont abîmé. Bon. Alors, décembre 1926, Agatha Christie disparaît pendant une quinzaine de jours pour échapper à une situation conjugale compliquée. Donc ça, c'est une histoire vraie. Donc c'est la fameuse disparition d'Agatha Christie, très connue. Voilà. Et donc là, on a pris cet événement et on en a fait un roman où on nous dit qu'elle décide de quitter l'Angleterre, mais ce départ va l'entraîner bien malgré elle, au cœur d'une énigme policière.
Prise pour une autre lorsqu'elle s'apprêtait à prendre le train, elle profite de cette occasion pour changer de destination et embarquer sur un bateau de croisière. Cap sur Constantinople. À bord, 2 meurtres sont commis, et pas de n'importe quelle manière, puisque l'écrivaine les a elle-même imaginés et décrits dans ses livres. Et donc là, c'est quand la réalité et la fiction se mêlent. J'ai vraiment hâte de lire ça. Et on nous dit, l'assassin chercherait-il à lui faire endosser les crimes? C'est aussi beau que ça a l'air bon, cette affaire. C'est assez petit, comme souvent avec les livres d'Agatha Christie, on n'a pas des gros pavés. Donc, on voit le bateau, là, le détail sur la couverture. Non, mais c'est incroyable. Donc ça, j'ai très très hâte de le lire. On voit le stylo, là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? La vallée de la peur d'Arthur Conan Doyle. Ici, on reconnaît ce monsieur, n'est-ce pas? Oui. Et on nous dit dans son appartement de Baker Street, Sherlock Holmes décrypte un message codé. Un certain John Douglas, vivant au manoir de Burstone, dans le Sussex, est en danger. Au même moment, un inspecteur de Scotland Yard fait irruption chez lui pour le prévenir que son aide est requise à Burstone. John Douglas a été assassiné dans des circonstances mystérieuses. Pourquoi ce gentleman américain arborait-il un mystérieux tatouage sur le bras? La vérité sur le meurtre se cacherait-elle dans le passé de la victime? Une nouvelle énigme à résoudre pour le détective accompagné du fidèle docteur Watson. Et ce dernier roman mettant en scène Sherlock Holmes est une enquête palpitante qui conduira le lecteur jusqu'en Amérique à travers de nombreux rebondissements. Voilà. Est-ce que ça m'a pas l'air tout bien, tout bien? Est-ce qu'on nous dit plus que ça ici? Pas sûr, non. C'est ça. Je crois que ça va y aller cet hiver. Ensuite, toujours chez 10-18, je crois que c'est les derniers. Là, il faut quand même que vous voyez ça. Quand j'ai vu ça dans leur parution, j'étais en mode... Oh, what? Je veux lire ça. Donc, je vous montre le tome 1, qui est celui-là, Les Mystères de Paris, L'île de la Cité. Le tome 2, La Maison de la rue du Temple. Donc, une autre couleur, qui est rosée, un peu cuivrée, là, or rose. Le 3, qui est argenté. Mais qui sont beaux, ça se peut pas d'être aussi beau. C'est L'île du Ravageur. Et le 4e, qui est le orangé que vous avez vu au début, c'est La Prison de la Force. Donc, ce sont des romans par Eugène Sue, ou Sue, ça doit être sûrement. Donc, la série, c'est Les Mystères de Paris. Est-ce qu'il y a des détails différents sur les couvertures? Oui. Ceux-là, on voit, il n'y a pas les mêmes petits, comment on dit, petits carrés, là, à chaque. Et on voit le plan de Paris, là, en arrière-plan. Les dorures, devant, derrière, sur les côtés, en veux-tu, en voilà, enfin, magnifique. Et donc, la couverture derrière est de Pierre Béroni. Et c'est une grande réussite à mon avis. Donc le résumé nous dit: Paris 1838, dans les ruelles sombres de la cité, Fleur de Marie, une jeune fille innocente, tente d'échapper à un brigand. C'est alors qu'un mystérieux inconnu, le prince Rodolphe, déguisé en ouvrier, vole à son secours. Réconciliés, tous trois se retrouvent dans la taverne du Lapin Blanc et partagent leurs histoires. Mais dans l'ombre, le danger guette. Véritable triomphe dès leur parution en 1842, les Mystères de Paris dépeignent la noirceur et les espoirs d'une époque à travers le destin de personnages inoubliables. Donc, bon, à nouveau, on est à Paris, machin, 19e siècle, comme d'habitude Angeline. Mais vraiment, moi, ça m'a trop donné envie, quoi. Ça m'a trop donné envie. Et là, de savoir que tu peux t'en enfiler 4 one shot, là, d'affilée. J'étais en mode, waouh, non, j'ai trop envie de recevoir ça. Et donc, les voilà. Donc, un grand merci à 10-18 pour tout ça, parce que là, pour le coup, j'ai été gâtée. Est-ce qu'on nous dit autre chose ici? Non. Hein.
enfin en format poche. Pourquoi j'ai qu'une partie? Bon, enfin bref. Bref. Voilà, donc je sais pas si ça vous donne envie, mais moi, beaucoup. Ensuite, j'ai reçu de la part de Robert Laffont. J'avais très envie de lire, depuis très longtemps, ceci. La Servante écarlate de Margaret Atwood. Je sais pas pourquoi je veux toujours dire Atwood. Et j'ai ici la nouvelle traduction du coup au pavillon poche chez Robert Laffont. Ici en rouge. Et j'ai vu... Alors, pourquoi vert fluo, je ne sais pas. Mais j'ai vu du coup sur leur site qu'ils avaient la suite de la Servante écarlate. Je ne savais pas qu'il y avait une suite. Ça s'appelle les Testaments. Et du coup, comme j'avais très envie de lire la Servante écarlate, je me suis dit, attends, je m'enchaînerai pas ça aussi. Moi, dès qu'il y a des suites, évidemment, je suis très fan, comme beaucoup. Et donc, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir recevoir ça pour vous en reparler. Et donc, la Servante écarlate, hein, est-ce que je vous fais le topo? Oui, quand même, parce qu'on ne sait jamais. Mais les meilleurs récits dystopiques sont universels et intemporels. La Servante écarlate éclaire d'une lumière terrifiante l'Amérique contemporaine. Ça, c'est le petit commentaire de Télérama. Et donc, celui-là, je vais peut-être pas lire le résumé, parce que ça commence par 15 ans après les événements racontés dans La Servante écarlate. Donc, on va pas se spoiler. Mais sachez que du coup, il existe une suite à La Servante écarlate, qui est là. Et donc, on nous dit, devant la chute drastique de la fécondité, la République de Galad, récemment fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang d'esclaves sexuels les quelques femmes encore fertiles. Vêtues de rouge, Defred, Servante écarlate parmi d'autres à qui l'on a ôté jusqu'à son nom, met donc son corps au service de son commandant et de sa femme. Le soir, dans sa chambre à l'austérité monacale, elle songe au temps où les femmes avaient le droit de lire, de travailler. En rejoignant un réseau clandestin, elle va tout tenter pour recouvrer sa liberté. Et donc, c'est paru en 1985. La Servante écarlate est aujourd'hui un classique de la littérature anglo-saxonne et un étendard de la lutte pour le droit des femmes. Si la série adaptée de ce chef-d'œuvre a donné un visage à Defred, je ne sais pas, celui d'Elisabeth Moss, cette nouvelle traduction... Ah oui, pardon, celui d'Elisabeth Moss, donc je suppose que c'est l'actrice. Cette nouvelle traduction révèle toute sa modernité ainsi que la finesse et l'intelligence de Margaret Atwood. La Servante écarlate est un roman polysémique, empli de références littéraires et bibliques, drôle même, et c'est à nous, lecteurs, de découvrir ses multiples facettes. Voici, et donc, sans suspense, puisque vous l'avez vu, j'ai aussi reçu, jamais 203, La Servante écarlate, mais le roman graphique que j'avais vu en librairie, que je vous avais filmé d'ailleurs, je vous l'avais montré dans une de mes dernières vidéos là. Et du coup, Robert Laffont me l'a envoyé également. Et voilà, j'ai très envie de découvrir ça. Et je ne sais pas si je dois commencer par le roman ou par ça. Je pense par le roman parce que sinon, je vais être complètement spoilée. Et comme ça se lit beaucoup plus vite, je pense que je vais d'abord lire le roman. Et après, je ferai une relecture, entre guillemets, avec la BD. Enfin, roman graphique. Je ne sais pas trop pourquoi on dit tout le temps roman graphique. Ou, pour moi, j'appelle ça BD, mais bon. Voilà. Donc, idée cadeau de Noël pour le coup, la BD, on va appeler ça une BD. Voilà, j'ai reçu, alors ça j'étais très contente, tu me diras pour la Servante écarlate aussi, mais attendez, avant que je m'étouffe, j'étais très contente parce que l'année dernière, vous en rappelez peut-être, j'ai lu pour Noël, entre autres, Petit meurtre à Endgame. Je m'étais régalée, c'était super cool. Un huis clos dans un manoir, la neige qui est tombée, route coupée, plus de téléphone. Vous voyez le truc, et un tueur dans la zone. Eh bien, cette année, l'autrice a remis le couvert et Charleston aussi, avec Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict, donc la même autrice que Petit meurtre à Endgame. Et comme je m'étais régalée, je me suis dit, j'aimerais bien remettre ça cette année avec la nouvelle parution. Et la voilà. Et donc là, j'ai très hâte. J'ai pas ma lecture en cours ici.
J'irai la chercher après. Mais du coup, j'ai commencé mes lectures de Noël. Bon, avec moi, c'est pas compliqué, qu'il y en a toujours que 2. Ouais, j'irai la prendre après. Et enfin, c'est pas qu'il y en a toujours que 2, c'est qu'il y en a toujours très peu, surtout. Parce que, voilà, comme je travaille beaucoup, je lis pas beaucoup. Et surtout qu'avec ce Covid, je me couche à 8 h du soir tous les soirs. Donc, vous voyez, voilà, j'écoute un peu de livres audio et je dors. Donc, comme je suis très lente, je me mets pas une pile à lire insurmontable pour moi. M'enfin bon, donc un petit cosy mystery de Noël, on l'avait deviné, qui nous dit que la veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands, mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ça nous fait un peu penser évidemment au meurtre du... j'allais dire du Poudlard Express. Point du tout. Allez, Angeline, connecte les fils. À l'Orient Express, enfin, on va y arriver. D'Agatha Christie, évidemment. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice. S'apprêtant... Oh, j'en peux plus. 1, 2, 3. Une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier? Embarquée pour un huis clos mortel à bord du Christmas Express. Oui, voilà, je suis très contente, j'ai envie de lire ça. Et donc, je finis mon cosy mystery de Noël numéro 1 de chez Robert Laffont, que j'irai vous chercher après. Et j'enchaîne ensuite avec celui-là, bien sûr. Et bien toujours d'ailleurs chez Robert Laffont pour le coup. J'ai reçu la suite des 2... Donc là, il y a 4 tomes en 2 tomes. Ok. Ici, on a le 5-6 et là, le 7-8 des détectives du Yorkshire. Donc ici, le 5 et 6, c'est rendez-vous avec le danger, rendez-vous avec la ruse. Et là, rendez-vous avec la menace, c'est rendez-vous avec le diable. Je vous avais fait gagner les 2 premiers doubles tomes sur le compte de Muse il y a quelques semaines. Et j'ai vu que la suite était sortie, oui, parce que c'est sorti jusqu'au 8, 9 même, il me semble. Je crois que le 9 vient de sortir. Mais j'ai vu qu'ils avaient sorti les doubles tomes. Et comme les premiers, je les ai reçus en double tome, c'était mieux que je puisse recevoir la suite en double tome. Et là, voilà. Et donc, je suis très contente. J'adore ces couvertures-là, très champêtres et très... moi, j'aime ce genre de dessin que je sais pas trop comment qualifier. J'appelle ça, moi, des dessins enfantins, entre guillemets. C'est, vous savez, tous ces dessins qui sont... pas détaillé, pas réaliste, voilà, parce que pas réaliste. Et j'adore ce genre d'illustration, vraiment. Donc voilà, et du coup, il me semble que c'est que des illustrations originales, je suis quasiment sûre d'ailleurs, pour les doubles tomes, c'est pas les mêmes que sur les tomes individuels. Et je les trouve superbes. Voilà, donc voilà, je peux pas vous lire quoi que ce soit, puisque ce sont des tomes 5 à 8. Mais les détectives du Yorkshire, je suppose que beaucoup connaissent. En tout cas, ensuite j'ai reçu Un cœur pour Noël. Je l'ai même reçu en double. De Sophie Jomain, que vous avez sûrement vu passer partout. Et j'ai vu qu'il y avait des ruptures de stock partout. Alors moi, je m'en veux un peu d'en avoir 2 en stock, alors qu'il y a des ruptures de stock partout. D'autant que moi, je ne le lirai sûrement pas. À la base, j'avais reçu mon exemplaire pour le concours qu'on avait fait pour vous le faire gagner. On avait aussi créé avec Sophie des t-shirts et des sweats à l'effigie du roman. Et moi, je ne le lirai pas, tout simplement parce que mon fils a une malformation cardiaque. Et ça parle de transplantation cardiaque, notamment, qui est... voilà. Donc, c'est un sujet angoissant, évidemment, pour la maman que je suis. Et donc, pour cette raison, je n'aurai pas l'occasion de le lire. Voilà, ça tombait comme bien et mal à la fois. Je connais le sujet, mais du coup, est-ce que j'ai envie de lire un roman sur ce sujet alors que ça m'angoisse dans ma vie de maman ? Non. Voilà. Donc du coup, mais par contre, pour tous les gens qui n'ont pas mon problème
Normalement, il n'y a pas de problème. Donc du coup, c'est un roman de l'Avent, 24 chapitres à ouvrir avant Noël. C'est un roman de l'Avent et c'est même une romance de l'Avent, young adulte d'ailleurs. Et donc, vous ouvrez un nouveau chapitre vous ouvrez les petits pointillés là, tous les jours. Tout est collé, les chapitres. Et ben, c'est parti. Évidemment, il y en a 24, hein, c'est logique. Et donc je voulais quand même le résumer, c'est: je m'appelle Avril et j'ai 18 ans, je suis née avec un cœur défaillant qui aurait pu me tuer, j'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans, depuis tout a changé. Cette année je reviens dans les Alpes pour fêter Noël avec mon père dans ce corps que j'ai besoin de réveiller, dans ce corps que j'ai peur d'abîmer. Je suis morte de trouille mais je veux croire au miracle. Et j'ai peut-être raison, car à peine arrivée je revois Augustin et tout est chamboulé. J'en suis sûre, ma vie ne fait que commencer. Voilà, donc ça m'a l'air mignon tout plein. Voilà, bon, malheureusement pour moi ça parle de cœur malade entre guillemets, ou qui ne l'est plus là, mais la thématique est trop... Hein? Voilà, on se comprend. Ensuite, j'ai reçu de la part de Leduc, chez Leduc Graphique, L'œil de la Gorgogne de Noémie Fachan. Et je sais pas comment on dit, Médusa ou Maédusa? Gordon sur Instagram. Je vous mets le petit arrobase ici. 22 figures mythologiques sous un regard féministe. Et donc c'est tout illustré, c'est tout en couleur, c'est tout beau. Et ça aussi, ça fait un beau cadeau à mettre sous le sapinou. Et on nous dit Circé, Médusa, Pandore, Médée, Callisto, Psyché, Gaïa, Perséphone. Ces figures de la mythologie gréco-latine, que nous les connaissons toutes, mais pas aussi bien que celles d'Ulysse, Persée, Thésée ou encore Eros. Merci à Malgaze qui nous offre depuis des siècles des... C'est quoi Malgaze? Merci le Malgaze. Ah, le regard masculin. Qui nous offre depuis des siècles des récits écrits par des hommes, traduits par des hommes, et à destination des hommes. Il est temps que ça change. Avec cette bande dessinée, Noémie Fachan donne un grand coup dans la fourmilière et propose une relecture féministe de 22 mythes en réhabilitant 22 figures bafouées, révoltées et en colère. Une réécriture moderne et inclusive qui ouvre le débat et nous offre une réflexion puissante sur notre société actuelle. Consentement, désir féminin, culture du viol, lesbophobie, écoféminisme. Ils disent BD... Ok, BD mais particulière parce que c'est pas une BD avec des cases traditionnelles comme on connaît nous aujourd'hui. Enfin nous aujourd'hui, je dis ça comme si... Donc c'est... Bref, BD, roman graphique, documentaire à mi-chemin entre les trois je suppose. Et ça m'a l'air bien cool. C'est beau en tout cas. C'est beau, beau. Avec des belles... Comment ça s'appelle cette partie du livre là? Entrée de page. Ça s'appelle pas du tout comme ça. Mais bon, vous avez compris. J'ai ensuite reçu de la part de Alizio Histoire pirate. Un archéologue révèle la véritable histoire des princes des mers par Jean Soula. On voit que ici c'est... On le voit là? Attendez. C'est brillant. Et là, on voit qu'en fait, il regarde dans une longue vue. Vous voyez la couverture? C'est flou autour, là. Donc, un livre brillant qui casse les idées reçues sur les pirates. Ça, c'est Nota Bene, le monsieur de la chaîne YouTube Nota Bene, qui nous dit ça. Sans foi ni loi, dépravé, meurtrier, sanguinaire, prêt à tout pour s'emparer de galions remplis d'or. Telle est l'image populaire de pirates qui entre nos imaginaires. La fiction a pris le pas sur la réalité. Hashtag Pirates des Caraïbes. Et passe sous silence une autre vérité, une existence dangereuse, souvent courte, où l'objectif n'est pas d'abattre le premier adversaire venu, mais de rester en vie. L'archéologue Jean Soula raconte pour la première fois la véritable histoire des pirates. Derrière la légende, grâce à ses expéditions archéologiques menées dans l'océan Indien, il dresse un portrait inédit de ces forbans, du fameux Barbe Noire à Jack Rackham, en plein âge d'or de la piraterie, au XVIIe siècle et XVIIIe siècle. Vous découvrirez leur quotidien, les conditions de vie à bord des navires, le fonctionnement de leur base dans les îles des Caraïbes et de l'océan Indien et le rôle central qu'ils ont joué dans la mondialisation. Et c'est évidemment tout en couleur avec des photos. Donc ça fait vraiment... c'est un documentaire, hein, clairement.
Et moi, j'aime trop l'histoire des pirates. C'est pareil, c'est très roman. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. J'avais picturesque en tête, mais j'étais en mode non, c'est pas ça. Romanesque. Voilà, donc super contente d'avoir reçu ça. J'ai hâte de me plonger dedans. Dans un autre style, pour le coup, complètement différent, j'ai reçu À l'école des lettres par Popézy et Maïté Robert, publié chez Dargaud dans leur label ou collection Matin. Matin que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je sais jamais, l'Instagram c'est matin_, donc tiré du bas, quel journal. Vous l'avez écrit ici. Matin quel journal, je sais pas si vous allez voir. Ou des cases, oui, des cases Instagram en carrousel sont postées tous les jours avec des BD dedans. Et certaines de ces BD se retrouvent ensuite en format de livre, certains de ces petits strips. Et donc ça a été le cas d'À l'école des lettres. On voit ici tous nos joyeux écrivains, n'est-ce pas? Jules Verne, Verlaine, Rimbaud, Flaubert, Baudelaire, Sand, Hugo, Balzac, etc. J'aime tellement le style d'illustration là, où ils sont comme enfants. Et donc on va les retrouver, j'ai commencé à le lire déjà, on va les retrouver dans une école où ils sont tous dans la même classe. Et on apprend à découvrir leur caractère, etc. Via leurs agissements. Donc il y a des petites parties comme ça, BD, et c'est toujours suivi d'une partie comme ça. Ouais, il y a la BD un petit peu au début, là. Et ensuite on nous parle du fameux auteur en question. Et puis voilà, on dit que dans une dimension parallèle, tous les plus grands auteurs et les plus grandes autrices de la littérature sont enfants et doivent aller apprendre leur futur métier à l'école des lettres. Dans la classe 19, un certain Victor Hugo, nouvel arrivant, va rencontrer ses camarades. Baudelaire, Balzac, Flaubert, Maupassant, Michel, Sand, Zola. Comment sont les cours, les sorties scolaires? Qui aura la chance de passer en classe 20? Est-ce qu'ils apprendront des sorts comme dans Harry Potter? Entre parenthèses, non. Bienvenue à l'école des lettres. Voilà, donc ça... petite pépite, notamment aussi, encore idée cadeau à mettre sous le sapin. Et voilà. J'ai ensuite reçu de la part de Robert Laffont. Alors, je crois que du coup, c'est dans une collection qui s'appelle Inari, mais je connaissais pas. Donc, je pense que c'est ça, parce que c'est écrit au même endroit que là où ils mettent la bête noire, etc. Ils mettent Robert Laffont et au-dessus. Donc, je suppose que c'est une collection BD. Tu peux sortir, Indiane? Oui, moi aussi, je me fais mal à la jambe. Ezo, sors. C'est dur. Allez, pousse-toi. Oui, donc je suppose que c'est leur entre guillemets collection de BD. Ah, créée par Michael Brun-Arnaud, la collection Inari décline des romans graphiques avec une forte poésie narrative et visuelle à la croisée d'un Japon réaliste et d'un Japon imaginaire. Oh, regardez comme c'est beau. C'est trop beau. Donc, voici Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et Virginie Blanchet. La palette de couleurs, waouh. Et l'intérieur n'est pas moins bien, si vous voulez mon avis. Je ne l'ai pas encore lu. Pourtant, pour le coup, les BD, avec moi, ça va vite. Hein. Avec tout le monde, je veux dire, je m'y attaque rapidement, généralement. Mais là, je ne l'ai point encore lu. Mais ça ne saurait tarder. Et donc on nous dit, alors que l'été approche, les habitants de la confiserie Ito Konpeito, où l'on fabrique ces petits bonbons japonais à base de sucre parfumé, voient revenir Mayumi pour la première fois depuis un an. Personne ne connaît les raisons de sa longue absence, à l'exception de Shiro, le chat. À mesure que les journées s'égrènent au rythme des saisons et des rituels, les secrets des unes et des autres se dévoilent. Dans un Japon rural contemporain, une chronique familiale subtile, poétique et engagée, où les femmes qui la composent tentent de guérir de leurs blessures, du poids de la société et des non-dits. Ça a l'air tellement cute. Ça a l'air vraiment trop mignon. J'ai hâte de lire ça. On passe vraiment du coq à l'âne. Je sais que ça ne dure pas des plombes, mon affaire. Avec les secrets du soleil, voilà, que j'ai abîmé en l'ouvrant.
J'étais deg quand j'ai vu que j'avais ouvert le colis et que j'avais juste bousillé mon livre. Mais bon, alors là par contre, attention, beauté en vue. C'est par mi-au janvier avec la collaboration de Sophie Garcin. Et donc là, photo, je suis tombée sur des images. Je m'en remets toujours pas. Est-ce qu'on va retomber dessus? Enfin, je comprends pas encore en fait comment on a ces images là. Donc j'ai très hâte de pouvoir lire ça et comprendre ce que je vois, parce que je vois de ces machins. Je me dis, c'est le soleil ça? C'est une blague ou pas? J'ai trop hâte de lire pour comprendre pourquoi c'est violet, pourquoi. C'est trop beau quoi. Trop beau. Les missions spatiales, bref, il y a plein de chapitres. Nous évoluons dans le voisinage d'une étoile fascinante, à la fois proche et mystérieuse. Depuis la nuit des temps, nos yeux se sont tournés vers le soleil et nous pensons le connaître. Son fonctionnement, sa présence à la fois rassurante quand dardent ses rayons et inquiétante quand il est question du réchauffement climatique. Pourtant, la science n'en finit pas de révéler de nombreux phénomènes surprenants qui ont des incidences directes sur notre vie. Saviez-vous par exemple que le soleil n'est pas que jaune? Ben non, moi je savais pas avant de voir cette image. Que sa surface n'est pas lisse, qu'il y pleut, qu'il y vente, et même qu'il existe d'autres soleils. Tu savais pas? Moi non plus. L'astrophysicienne mi-janvier janvier, spécialiste du soleil, nous invite à explorer ces phénomènes à la lumière des extraordinaires clichés rapportés de missions spatiales. C'est... Waouh! Voilà, la claque dans ta face, tu vois, quand tu ouvres le livre, c'est des belles images là. Ouh, je veux pas trop vous spoiler, mais Les Secrets du Soleil, c'est chez Alizio Science et ça m'a l'air merveilleusement beau. Si vous avez des petits fans de science et des grands fans de science et d'espace autour de vous, cadeau de Noël et cadeau de Noël toujours. Regardez ce que vous pourriez offrir au pied du sapin à vos proches. La vie sur notre planète. On reconnaît tous le documentaire Netflix. Le documentaire Netflix que tout le monde a vu passer sur son fil d'actualité Netflix. Là. C'est pas un fil d'actualité, mais sur sa recommandation Netflix. Voilà, le documentaire sur Netflix est merveilleux. Et le livre l'est évidemment tout autant. Il est beau, gros, lourd. Et ça ferait un merveilleux cadeau. Voilà, la plus grande histoire jamais contée est inscrite dans la pierre. Voici l'histoire des origines de la planète Terre. Une lutte épique pour la survie depuis les mondes océaniques de la préhistoire et les premières incursions de la vie sur les terres émergées jusqu'à l'anéantissement causé par la dernière période glaciaire, etc., etc. S'appuyant sur les dernières découvertes de la science et sur une technologie de pointe pour ramener à la vie des animaux depuis longtemps disparus, la vie sur notre planète est un voyage inoubliable à la découverte de notre histoire, riche d'enseignements pour notre avenir. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur Netflix, mais les reconstitutions de dinosaures, tu pleures comme c'est bien fait. Et donc là, c'est pas que sur les dinosaures, hein, c'est vraiment toute l'histoire de la vie sur notre planète. Et évidemment, il y a la période dinosaure en plein dedans. Mais, donc il y a le chapitre sur les dinosaures, si on le trouve. Ah, t'as vu passer dinosaures là? Écrit. L'ascension des dinosaures. C'est tellement beau que ça en peut plus, quoi. On dirait qu'ils ont pris en photo des dinosaures, genre pour de vrai dans la nature. Et savez-vous qu'il est possible d'acheter un squelette de dinosaure en mode pour vous, pour chez vous? Pas pour le musée, pour chez vous. C'est un truc de fou. Moi, je ne savais pas. Et en fait, on peut acheter ça en tant que particulier. Et les mecs viennent chez vous et vous l'installent. C'est-à-dire qu'ils vous installent... comme au musée, sur des trépieds, là.
le dinosaure, bref, c'est ouf. Enfin voilà, donc idée cadeau. Ensuite, j'ai reçu ça et j'ai attendu d'être avec vous pour l'ouvrir. Il est encore fermé à clé, enfin à scotch. Donc voilà, c'est Qui est-elle? Alors, c'est une sorte c'est inspiré du Qui est-ce, mais c'est en mode avec des personnages qui ne sont pas les personnages du Qui est-ce, évidemment, traditionnel. Entre famille... Oh non. Oh là. En famille ou entre amis, mettez-vous au défi pour découvrir 25 femmes connues et moins connues qui ont marqué l'histoire. Et derrière, c'est comme ceci. Donc on le voit, ça va être comme ça, là, l'affaire. On nous dit, vous connaissez déjà Marie Curie, Lily Elbe et Beyoncé. Mais connaissez-vous Lala Fatma Soumer, Marie Marvin et Nani? Pourtant, ces femmes ont changé le cours de l'histoire. Affrontez votre adversaire et laissez-vous inspirer par leurs luttes respectives pour un monde plus juste. Donc, ça se présente comme un qui est-ce, mais je ne sais pas si ça se joue comme un qui est-ce. La règle est simple. Chaque joueur a pour but de trouver la figure féministe secrète que lui cache son adversaire, à coup de questions dont les réponses ne peuvent être que oui ou non. Remportez 5 manches et vous gagnerez la partie. Mais attention de ne pas vous précipiter. Si vous annoncez le mauvais portrait, alors vous perdez immédiatement. Alors on nous dit qu'il y a 2 plateaux de jeu, une pioche de 25 cartes illustrées, donc ça ne joue pas du tout comme au qui est-ce, à moins que ce soit les cartes qui se mettent sur ça. Une frise murale décorative et un livre avec les règles du jeu et toutes les biographies inspirantes des figures féministes pour en apprendre plus sur leur vie et leur combat. Donc je me demande, c'est à partir de 6 ans, de 6 ans à 99 ans, 2 à 4 joueurs. Ah, 4 joueurs on peut être? Comment on fait? Parce qu'il y a 2 plateaux. Alors, aïe aïe, je vais tout déchirer. Aïe aïe. Je vous mets comme ça vous voyez ce que je fais. Sinon vous vous ennuyez. Hop, et de 1. Et de 1, petit coach. Oh là là, j'ai peur de tout arracher. Allez. On va y arriver, hein. Un jour viendra. Je vais y arriver. En fait, j'ai pas envie de l'arracher parce que sinon je vais arracher la jolie boîte avec. C'est bon. Je l'ai eu. Hop, alors. Encore une idée cadeau pour le Sabilou. Ça s'ouvre comme cela. Qu'est-ce qui est tombé? Qu'est-ce que c'est tombé? Alors, là, il n'y a plus. Donc là, c'était ça qui était tombé. Donc ça, c'est les cartes qui se plient parce qu'il faut les découper. Donc, je ne vais pas les découper là pour ne pas en perdre. Ensuite, on a donc encore des cartes. Et encore des cartes à découper. Et encore... Ah non, pas encore des cartes. Ça, c'est la fameuse frise. Frise décorative. Voilà. Et ensuite, comment ça marche cette affaire? Là, on a des petites cartes comme ça qui sont... Ah ouais, c'est ça qu'on lève, je crois. Du coup, on les lève là. Avec les noms là. Angèle. C'est presque moi. Bon, je ne vais pas vous les lever toutes. Je ne vais pas vous gâcher la surprise. Donc là, du coup, j'ai 2 plateaux comme ça. Avec les petites cases. Et j'ai un bon livre quand même. Qui est vraiment... C'est pas juste un petit livret. Et donc, c'est créé par Marie Bonga. Et j'ai dit Bongars tout à l'heure. Je pense que c'est Bonga. Et Matou. Les illustrations sont de Matou. On reconnaît son style d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on a le mot des autrices. On a introduction. Ouais.
Avec ce jeu Qui est-elle, nous vous proposons une version moderne et plus inclusive du célèbre jeu Qui est-ce, en mettant en scène 25 portraits de femmes qui ont marqué l'histoire. Ok. Qui est-elle vous propose une double expérience. Vous amusez à trouver à trouver le premier l'identité du personnage mystère du joueur adverse, tout en découvrant les histoires des personnalités hors du commun de ces grandes figures féministes. Ok. Règles du jeu. Ok. Comment utiliser ce jeu? Ok. Ok. On a les règles du jeu juste là. Et ensuite, dès ici, on commence avec les portraits de chaque femme. Yeah. Beyoncé. J'ai plus assez de doigts. Voilà, donc ça m'a l'air quand même bien brillant cette affaire. J'ai hâte de pouvoir tester ça. Et notamment avec ma maman. Je lui proposerai de découvrir ça cet été quand elle viendra au Canada. Dans mon beau Canada tout froid. Mais voilà, je trouve que c'est une super idée pour le coup. C'est chez Le Duc. Et du coup, je suppose que vous pouvez... Vraiment, je n'arrive pas à m'exprimer. Je suppose que vous pouvez retrouver ça dans toutes les bonnes librairies. Et ma foi, ça me perturbe parce que Marie Curie, je pense que c'est Marie Curie du coup, le dessin ressemble à ma grand-mère. Donc du coup ça me perturbe. Ensuite, chez 404 éditions, et ça vous allez pouvoir le gagner bientôt. On devait le faire en novembre, mais je pense que ça va être en janvier. C'est un des livres que vous allez pouvoir gagner dans un concours qui va être avec 404 et avec Cherche Midi aussi. C'est le Cherche et Trouve, l'arme du crime, inspiré donc évidemment des grandes scènes d'Agatha Christie. Des grandes scènes librement inspirées des romans d'Agatha Christie. Chaque illustration présente un crime qui vient d'être commis avec son lot de suspects, de preuves et de fausses pistes. Meurtre dans un manoir anglais, etc. Vous êtes le grand détective Achille Carotte et vous avez bien l'intention de résoudre ces mystères. Voilà, donc c'est sur le même grand format que le Cherche et Trouve. C'était quoi? Est-ce que c'était Jane Austen? Oui. Que je vous avais déjà fait gagner précédemment. Et là, du coup, ils en ont sorti un nouveau. Cherche et Trouve. À nouveau au pied du sap. C'est pas trop cool? Donc j'ai déjà commencé avec une scène et je me suis bien... Et au début, je me suis dit, oh, ça va être facile. Et en fait, j'ai mis un moment à trouver. Donc, non, vraiment très cool. Ensuite, j'ai reçu de la part de Dargo la pièce manquante de Jean Aramba. Voilà, ça se passe à Londres en 1744. Est-ce qu'on est surpris? Non, Joline. Voilà. La comédienne Peg Woffington tourne en rond. Depuis que les femmes ont enfin le droit de fouler les planches, le public ne se presse au théâtre que dans l'esprit d'apercevoir un bout de cuisse. Les regards lubriques condamnent Peg à jouer en pantalon des personnages masculins. Mais un grand rôle féminin l'attend, celui de l'héroïne, d'une pièce disparue du grand William Shakespeare. Flanquée de son fidèle Sancho, Peg se lance dans une enquête picaresque, j'apprends toujours des mots dans les résumés, à la recherche de ce chef-d'œuvre mystérieux. Et voilà, ça m'a l'air bien cool. Je l'ai repéré dans leur catalogue et trop contente de l'avoir reçu. Je vous montre les planchounettes. Ce silence. Cool, hein? C'est beau, là. Voilà, donc c'est sorti il y a très peu chez Dargo. Et il me tarde de pouvoir lire ça.
Elle dort, alors que son mari, lui, il se rince l'œil. Voilà. Toujours chez Dargaud, La Marche Brume, le tome 1, Le Souffle des Choses, par Stéphane Fert. Que c'est beau. J'aime trop la couverture. Donc, nouvelle série à découvrir. Je vous montre d'abord l'intérieur. Allez, comme ça on change. J'aime bien les couleurs et tout. Je les trouve douces et belles. Et... elle me donne trop envie, cette série. Et ce premier tome, qui donc vient de sortir. Hein, il n'y a pas encore la suite dispo. On nous dit un jour, la brume a tout emporté. Oh, pas la petite brumouille du matin ou la semi-brume des lendemains de pluie, non. La bouillasse, la vraie, la purée de boue, la bouillie de charbon, noire et épaisse comme de l'encre en suspension, celle qui engloutit tout. J'adore ce ton. Mais la brume a aussi laissé quelque chose derrière elle, une mutante, une ogresse ou peut-être juste une petite fille qu'une sorcière bourrue va nommer Tempérance et qui sera élevée dans la tranquillité d'une sororité de joyeuses vieilles femmes. Et puis un jour, la brume revient, la brume veut reprendre. Il est temps pour les sorcières de sortir les gris-gris, de se rappeler les vieilles incantations et les leçons de kung-fu pour se lancer dans une grande aventure qui changera le destin de la jeune Tempérance. Un conte moderne entre récit d'anticipation et fable écologique. Ça m'a pas l'air trop cool? Si, moi ça m'a l'air trop cool. Mais vous, ça vous paraît pas cool? Oh là là, j'ai la gorge sèche avec ce Covid. Ah là là. Ensuite, Je suis leur silence, toujours chez Dargaud, et celle-là je l'ai lue, et d'ailleurs on vous l'a fait gagner précédemment sur le compte de Muse. C'est trop tard quand vous verrez cette vidéo. Mais voilà, c'est le dernier roman graphique, comment je me suis rattrapée, la dernière BD de Jordi Lafèbre qui a écrit Malgré tout précédemment. Que vous avez peut-être lu parce qu'apparemment il a eu de très bons échos, il a beaucoup plu. Et donc il vient de sortir Je suis leur silence, qui est un polar qui se passe à Barcelone avec une protagoniste pas comme les autres pour le coup. Elle est psychiatre, elle est dans son monde, elle est particulière, elle est excentrique, elle est très attachante et elle va se retrouver au milieu d'un meurtre, d'une affaire de meurtre. Et puis voilà, ça se passe dans un manoir, dans une plantation de vignes. C'est très chouette. Et puis voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. J'ai beaucoup aimé ma lecture, mais je ne veux pas trop vous en dire parce qu'après j'ai l'impression que j'en dis trop et que je spoil le truc. Mais j'ai beaucoup aimé les dessins. Je vous laisserai découvrir quand vous la lirez pourquoi elle est si particulière, cette psychiatre. Et voilà, c'était bien chouette. Et du coup, maintenant, j'ai quand même hâte de découvrir, malgré tout, du même auteur, qui apparemment, ça n'a rien à voir. Là, on est plutôt sur quelque chose d'assez poétique. On nous dit, maintenant que je t'ai retrouvé, j'aimerais tellement te réserver une petite place dans ma vie, une place remplie de mouettes avec vue sur la mer. C'est tout ce qu'on sait. Et c'est tout doux, c'est tout beau. Et les dessins sont aussi magnifiques. Bah, évidemment, ils ressemblent à la BD que je viens de vous montrer, puisqu'on est sur le même auteur. Et donc celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Mais comme celui-là était très bien, eh ben, je pense que celui-là va être très bien. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Et voilà, j'ai l'impression que je vous ai rien dit sur celui-là. Et à la fois, si je vous en dis plus, je vous dis tout, non? Bon, je vous lis le résumé, comme ça au moins si c'est pas moi qui spoil. Je suis face au docteur Lul, donc là c'est la psy qui parle, à cause de mon comportement quelque peu excentrique, entre guillemets. Ces derniers temps, il est chargé d'évaluer ma santé mentale. Il me demande de lui raconter ma semaine. Je lui explique comment j'ai découvert un cadavre et trouvé l'assassin. Franchement, je suis assez douée pour résoudre des crimes. Et les voix que j'entends dans ma tête, bah j'arrive à les gérer. Voilà. Donc, moi je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous dis plus, je vous dis tout. Mais voilà, un manoir, des vignes, des voix dans la tête,
d'une psy un peu farfelue qui doit récupérer sa licence pour être psy. Un autre psy du coup qui l'écoute et qui en revient pas ce qu'elle lui raconte, puisqu'en fait toute l'histoire, ce qui était chouette, c'est qu'en fait c'est vous voyez l'histoire et en fait c'est entrecoupé par des scènes de la psy qui parle à l'autre psy là, parce qu'elle donc elle doit récupérer sa licence et donc il doit faire une évaluation et du coup, on la voit, elle raconte, elle dit « Attends, je te raconte la suite ». Et pouf, ça passe sur la suite de l'histoire, on voit, puis ça revient à là. Et là, il s'est passé quoi là, et pouf, suite de l'histoire. Et donc, on le vit comme c'est elle qui nous le raconte et on le voit comme un film. Bref, j'ai bien aimé cette mise en scène. Et donc, je me suis régalée, c'était très chouette. Voilà. Dans un autre registre, on passe du coq à l'âne, j'ai reçu cette petite boîte de la part des éditions Larousse, qui est un kit de chasse au trésor en famille à partir de 8 ans. Pirate à l'abordage, parviendrez-vous moussaillon à trouver le trésor. Voilà, donc c'est une petite boîte comme ceci avec l'intérieur comme cela. Et donc on nous dit, la rumeur dit qu'un coffre rempli de pièces d'or et de pierres précieuses est enfoui non loin d'ici. C'est le trésor des pirates, l'ultime butin des corsaires, pillards et autres écumeurs des mers. Il faut à tout prix que les moussaillons le trouvent avant le terrible Barbe-la-Frousse. Pour cela, ils vont devoir s'embarquer dans la folle course aux énigmes. Que l'aventure commence. Et pourquoi je l'ai là? Parce que vous allez pouvoir le gagner, mais en janvier, sur le compte de Muse, avec d'autres ouvrages Larousse que j'ai ici. Et donc, voilà, petit jeu à gagner au milieu des livres qui va faire le bonheur des petits et notamment de mon petit. On va tester ça en famille et du coup je pourrais vous en reparler, mais voilà, donc ça va être à gagner. Je vous montre tout dans le désordre et dans les piles comme ça vient, hein. Ensuite j'ai reçu Threads of Power, donc le tome 1 de la série du même nom du coup. Voilà, qui est la suite. C'est un tome 1, mais c'est une série qui vient après Shades of Magic. Et j'ai lu partout entendu partout, qu'on pouvait le lire tout seul, mais qu'en fait, c'est dommage parce qu'on manque beaucoup de choses. Il y a apparemment des personnages ou autres qu'on retrouve de la série précédente, et donc on n'a pas les clins d'œil et on manque tout ce genre de trucs. Et donc, fortement recommandé de lire d'abord Shades of Magic en premier, que j'ai moi juste ici, là, ceux-là, là, rouge, beige, noir, en version anglophone. Et donc, du coup, j'ai le reste, la suite, en français, publié chez Lumen. On vous l'a fait gagner, celui-là aussi, sur Instagram. Si vous avez raté tous ces concours, il faut vraiment que vous nous rejoigniez sur Instagram, sur Muse. Regardez dans la description de cette vidéo si vous voulez le petit arrobase. Voilà. Mais du coup, voilà, que dire. Encore une beauté de chez Lumen. Il n'y a aucun résumé ici. Ni ici. Ni ici. Donc, allons-nous faire cure neuf. Je ne sais pas de quoi ça parle et je ne veux pas savoir parce que je dois d'abord lire Shades of Magic, que non, je n'ai pas lu. Oui, je sais. Je n'ai pas lu. Et donc, je me garde ça précieusement pour le lire. Et d'ailleurs, sur Muse, sur le site de Muse, vous avez le t-shirt qui est disponible à la vente qu'on avait fait exprès pour ce concours, qui est un t-shirt avec une broderie ici, les Londres magiques. Je vous laisse aller voir ça sur Muse, mais si vous êtes fan de cet univers, ça se passe là-bas. Voilà. Ensuite, ça c'est chez du coup Le Cherche Midi et ça sera à gagner. C'est l'un des livres qui sera à gagner avec Le Cherche et Trouve inspiré d'Agatha Christie. Et donc, c'est dans le même esprit que le petit roman 10-18 que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est l'affaire Agatha Christie. Est-ce que j'ai dit c'est le même truc? Est-ce que c'est le même en version poche? Attendez, je viens d'avoir une illumination. Ça s'appelait l'affaire Agatha Christie? Non. Le crime parfait d'Agatha Christie? Non, c'est pas le même. Parce que des fois, je me rends compte que j'ai raté une étape. Mais non, là, c'est pas le même. C'est pas le même auteur non plus? Non. Ici, c'est Nina de Gramont, alors que là, c'est Bénédicte Rougeau. Jourgeau. Là. Alors,
Le seul cold case d'Agatha Christie n'est pas dans son œuvre, mais dans sa vie. Voilà, mais je crois que ça parle de la même chose que quand... Enfin, ça part du même constat quand... Bref, on va lire. Londres 1626. J'ai une déconnexion. Londres 1626. Agatha Christie a 36 ans. Au rythme de succès littéraires plus éclatants les uns que les autres, elle fréquente une société glamour qui se réunit lors de somptueuses fêtes et de week-ends dans de belles maisons de la cour anglaise. Sa fascination pour le drame et le mystère n'ont, semble-t-il, aucune répercussion sur sa vie privée, jusqu'au jour où son mari lui annonce sa liaison avec la jeune Miss Nan Oda et son intention de divorcer pour l'épouser. Là, tout s'écroule, Agatha accuse le coup, puis disparaît, c'est la stupéfaction. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de dire depuis 1 heure, mais mon cerveau n'arrive pas à connecter. En plus, je commence à me prendre dans une réverbération. C'est le même point de départ, la vraie disparition d'Agatha Christie dans la vie, qui est le point de départ de ces 2 romans qui vont être ensuite évidemment développés de façon différente. La police du pays est mobilisée, la presse à sensation s'en mêle, tout le monde se demande ce qui est arrivé à la romancière. Est-ce une fille délibérée? Et surtout, quel rôle la maîtresse de son mari a-t-elle bien pu jouer dans cette étrange histoire? Ok, Nina de Gramont s'inspire ici de la disparition réelle d'Agatha Christie, qui reste l'une des grandes affaires jamais résolues du XXe siècle, pour nous offrir un magnifique roman d'intrigue. Mais si, c'est résolu, pourquoi pas résolu? Bah si, on sait où elle était, on sait pourquoi elle est partie, plus ou moins. Si? Non? Bon. En tout cas. Non, là. Ok, c'est bon, ça nous dit ça. Et ça nous dit où elle est née. Donc, même constat de départ, enfin même pitch de départ. Et c'est ma télé qui me reflète. Je peux pas décrocher la télé du mur. Est-ce que je peux me bouger? Oh non, j'ai la flemme. Ensuite, on a bientôt fini d'ailleurs. Il nous en reste point beaucoup. Et il faut que j'aille vous montrer ma lecture en cours. Ensuite, du coup, vous allez pouvoir aussi gagner ces 2-là, en même temps que donc celui-là, ça fait partie du même concours. Là, c'est la même maison d'édition, avec donc le Cherche-Trouve. Donc, vous aurez 4 livres à gagner, plus évidemment un t-shirt Must. Vous allez pouvoir gagner Ils étaient 7 de C.A. Larmeur. Et Le crime du SS Orient par le même auteur-autrice. Je ne sais pas si c'est une femme ou non. C'est une femme. Puisque c'est dans sa série Le Club des amateurs de romans policiers, que je trouve très très beau. Je trouve les designs très réussis, pour le coup. C'est des espèces de semi-poches, vous voyez. Et j'aime beaucoup. L'auteur est née en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle écrit depuis une ferme délabrée, située sur la côte est de l'Australie. Et à notre connaissance, n'a tué personne. Alors, ce que j'aime bien, à notre connaissance. Donc, le tome 1, c'est celui-là. C'est Ils étaient 7. Quel meilleur endroit pour commettre un crime qu'un club d'amateurs de romans policiers? Ah oui. Il en faut peu à Alicia Finlay pour être heureuse. Un bon petit plat de sa sœur, un verre de vin rouge et un roman policier bien ficelé. Il ne lui manque qu'une seule chose pour que son bonheur soit parfait. Pouvoir partager sa passion pour les grands du polar. Aussi décide-t-elle de créer un groupe de lecture qui leur serait dédié. Très vite, les premières candidatures arrivent et bientôt 7 membres forment le tout nouveau club des amateurs de romans policiers. Chez Alicia, tout est prêt pour la première réunion. Le thé infuse, les toasts sont au chaud, mais tandis que les discussions portent sur les vacances d'Hercule Poirot, l'un des invités a l'esprit ailleurs. Il n'est pas là par hasard. Il a un plan diabolique. Bientôt, un des membres du club est victime d'une tentative d'homicide. Puis un autre disparaît. L'équipe décide de mener l'enquête. Ça a l'air bien cool. Hein. J'avais bien le revolver au bout de la théière, là. Donc ça, c'est pour le tome 1. Et pour le tome 2, je crois qu'on va pas le lire parce qu'il y a marqué « Nos 6 membres du club ». Et donc, ça va nous spoiler parce que déjà, là, ils sont 6. Et lui, il s'appelle « Ils étaient 7 ». Donc, on va éviter parce que sinon, j'ai pas envie qu'on ait des infos sur qu'est-ce qui s'est passé. N'est-ce pas? Voilà. Ensuite, j'ai reçu les tomes 2 et 3 des 7 sœurs par Lucinda Riley chez
Charleston. Dans leur version collector, j'avais déjà reçu le 1 et voici le 2 et le 3. Celui-là, il fait vraiment hiver, là. Il fait flocon sur le ciel bleu. Voilà, donc tome 2, tome 3, je vais pas vous lire les résumés. Mais Charleston sort l'une de ses séries cultes phares en version collector. Et mesdames et messieurs, je vous annonce que c'est des beautés. Voilà, je les trouve magnifiques. J'aime trop leur simplicité. Et à la fois, voilà, c'est beau, quoi. Donc sachez que c'est sorti. Sachez que pour des fans de Lucinda Riley, ça aussi, ça se met au pied du sapin. Que évidemment, le tome 1 est sorti aussi. Et que vous pouvez mettre jusqu'à 3 tomes au pied du sapin. Hein? Si c'est pas beau. Ensuite, j'ai reçu La fille qui prenait les armes, aussi chez Charleston. Ça se passe dans le... C'est de Amy Harmon, pardon. Ça se passe dans le Massachusetts en 1780. Depuis la petite ferme isolée du Massachusetts où elle travaille comme servante depuis ses 10 ans, Deborah Sanson rêve de Boston, de New York et de Philadelphie, de découvrir des endroits qui n'ont pas encore de nom. À 21 ans, elle attend impatiemment le jour où l'on pourra enfin goûter à la liberté et explorer le monde. Alors, quand la guerre pour l'indépendance des colonies éclate, c'est pour ça que j'ai demandé ce roman, encore une fois, elle trouve dans la cause américaine, opposée à l'oppression anglaise, un écho singulier de sa propre situation. Enflammée par les rêves de liberté d'un pays tout entier, Deborah bande de sa poitrine, enfile un uniforme et s'enrôle dans l'armée continentale. Sa taille élancée fait d'elle un soldat convaincant, mais les risques sont considérables et confrontée à l'horreur du champ de bataille, elle devra lutter pour garder son identité secrète. Inspirée d'une histoire vraie, une fresque saisissante de la guerre d'indépendance américaine, portée par une héroïne forte et libre qui s'émancipe de tous les carcans de son temps. Donc, en gros, moi, tout ce qui concerne les colonies nord-américaines, donc États-Unis et Canada, évidemment, et leur indépendance qui a fait les États-Unis et le Canada d'aujourd'hui, ça m'intéresse, voilà. Même si, évidemment, c'est toujours compliqué à lire, enfin, compliqué, oui, par rapport aux Premières Nations, donc les peuples autochtones nord-canadiens qui se sont fait exterminer, il faut dire les choses comme elles sont. D'ailleurs, je crois qu'il y a tout un débat sur est-ce qu'on peut qualifier ça de génocide ou non. Moi, je vais vous couper la poire en deux, oui, hein, voilà, c'est oui. C'est pas couper la poire en deux, c'est je vais vous... On va mettre les points sur les i, c'est oui. Les Premières Nations ont été exterminées, il faut dire ce qui est. Et donc, bon, voilà. Dès qu'il y a des romans qui parlent de cette époque, de ce lieu où je vis aujourd'hui, et dont j'aurai bientôt la nationalité, j'ai envie de savoir un petit peu, voilà, de me plonger dedans pour savoir ce qui s'est passé. Vrai... Bon, bref. Et ensuite, on finit avec là des petits jeunesse et semi-jeunesse. Enfin, semi-jeunesse, vous allez le comprendre. Qui seront donc tout cela à gagner en janvier sur le compte de Muse, compte Instagram, avec le petit jeu aussi que vous avez vu là. Donc, vous allez pouvoir gagner pour vos petits loups Magic Animals, le pouvoir de l'amulette. C'est des illustrations de Charles Dalmau et c'est écrit par Susanna Isern. C'est publié chez Larousse. Voilà, petit livre comme ceci, comme cela, avec, c'est un peu premier roman, hein, avec des illustrations en couleur. Donc parfait pour nos petits-os. Voilà. Découvrez comment Abby, Eric, Chloé, Yuna et Nico, de jeunes passionnés de magie, vont du jour au lendemain se transformer en Magic Animals, des êtres mi-humains, mi-animaux, dotés de super pouvoirs. Suivez leurs incroyables aventures pour apprendre à maîtriser leurs étonnants pouvoirs. Parviendront-ils à déjouer les plans du terrible sorcier Otto? Tout dépendra de leur amulette, mais aussi de leur bravoure. Avec Magic Animals, la lecture devient une véritable aventure. Et c'est à partir de 8 ans. Ça m'a l'air tellement chou. Trop cute. J'adore les couleurs aussi. C'est gai, c'est beau. J'aime beaucoup. Ensuite, vous allez pouvoir offrir à vos petits loups Oliver et les secrets de l'univers par Georges Cham. Là aussi, c'est premier roman, mais pour le coup, premier roman un peu plus... Enfin, premier roman. Roman. Un peu plus gros, avec des dessins, mais en noir et blanc. Et donc, on nous explique l'univers là-dedans.
Et donc ça, je trouve ça très chouette. Oliver est un jeune garçon très curieux et un peu rêveur qui s'apprête à entrer au collège. Oui, donc c'est pas première lecture, c'est plutôt... CM2, truc comme ça. CM1, CM2. Nouvelle matière, nouveaux amis, nouvelle cantine. Déterminé à devenir un jour astrophysicien, il décide d'écrire un livre qui explique tout l'univers à ses camarades, car nul ne l'ignore, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Avec ses yeux d'enfant, Oliver mêle les concepts les plus complexes de l'astrophysique à son quotidien de collégien. Mercure est une boulette de viande, le Big Bang un gros pétard, l'univers un donut gigantesque. Quant au voyage spatio-temporel, il risque de rendre sa petite sœur encore plus agaçante. Avec son style très attachant et drôle, Oliver va tout te raconter, même les aliens. C'est cool, hein? C'est à partir de 9 ans. Donc c'est CM1, quoi. Ouais. Et l'auteur, il est diplômé de Stanford. Il est chercheur et enseignant au California Institute of Technology. Il est l'auteur et le dessinateur de PhD Comics et de plusieurs livres de séries de vulgarisation scientifique. Il est le repapa du vrai Oliver qui a inspiré ce livre. C'est cool. Donc voilà. Vous allez ensuite pouvoir offrir à vos petits loups ou garder pour vous. Délivre-moi de ce grimoire ensorcelé. Au secours, fais-moi sortir. De Jens Schumacher. Au secours, fais-moi sortir. Il m'est arrivé quelque chose d'assez stupide. Alors, comment te dire? Je me suis en quelque sorte ensorcelée tout seul. Et maintenant, je suis coincée dans ce livre idiot. Et tu dois tu peux m'aider à en sortir, s'il te plaît? Tu veux bien? Il est beau, ce livre. Il est embossé ici. Il est magnifique. Et l'intérieur aussi est très très cool. Regardez, comme c'est beau. Cette double page là. Et je trouve l'intérieur très beau. Non mais c'est trop cool. J'ai envie de le lire. Je vais le lire. Donc vous allez pouvoir le gagner lui aussi en janvier. Ensuite, vous allez pouvoir gagner dans le même concours Les Enfants de la Résistance, le journal de 1939 à fin 1943, toujours chez Larousse. Et alors ça, moi je ne vais pas le faire lire à mon fils tout de suite, parce que, bon, ça parle quand même de guerre, n'est-ce pas? Mais moi, c'est clair que je vais le lire très vite. Et dedans, je vais vous le lire juste avant, François Euseb, il s'appelle Euseb, je connais pas. Et leur amie Lisa sont brutalement confrontés à 13 ans. Oui, voilà. Le mien, il a 9 ans, pardon. Donc je trouve que c'est un peu tôt, mais peut-être ce livre à mettre plus dans les mains de pré-ado, comme ça. Enfin, jeune ado de 13 ans. Jeune ado. Début d'ado, quoi, on va dire. À la vie... Non, début d'ado? Ouais, ado. 13 ans, ado. À la vie en temps de guerre, et entre d'eux-mêmes en résistance contre l'Allemagne. Putain. Ok, je recommence. Pierre, Paul et Jacques sont brutalement confrontés à 13 ans à la vie en temps de guerre et entrent d'eux-mêmes en résistance contre l'Allemagne. Retrouvez leur journal et plongez dans le quotidien des héros de la série à succès Les Enfants de la Résistance de Vincent Dugommier et Benoît Hers. À travers de nombreux documents d'époque, suivez les événements qui ont agité la France occupée ainsi que les actions d'éclat de la résistance et de la France libre. Et donc, je trouve ça tellement bien fait, leur affaire, là, parce que c'est comme un journal de bord, quoi. Et donc, bon, comme c'est pas joyeux, ça reste la guerre. Je le mettrai dans les mains de mon petit dans quelques années. Mais moi, par contre, c'est sûr que je vais le lire, pas dans quelques années. Hein. Je vais le lire très très vite parce que je trouve ça brillant comme idée. Et ensuite, c'est le dernier là. Vous allez pouvoir gagner là aussi pour vos petits ou pour vous. Fabuleux Mythe Viking, donc l'encyclopédie 100% visuelle Larousse de Matt Ralph et Cathy Ponder, embarqués pour un fabuleux voyage au cœur de la mythologie viking. Regardez la beauté de l'affaire. Voilà. Idée cadeau numéro 28 millions. Et dedans, accrochez vos ceintures.
c'est comme ceci. Les dessins ressemblent beaucoup, je sais pas si c'est le même auteur, peut-être pas, mais à, vous savez, à la découverte, les livres, les mystères de Poudlard, les mystères du chemin de traverse. Je les ai là-bas. Je vais vous les prendre au passage pour vous les montrer, quand je vais aller chercher le dernier livre que je dois vous montrer. Mais les dessins sont assez similaires et j'aime énormément. Donc voilà, partez à l'aventure dans un monde de glace et de feu où les dieux rivalisent pour le pouvoir, où les géants livrent bataille aux monstres, où les trolls préparent de mauvais coups. Embarqués grâce à plus de 20 contes vikings magnifiquement illustrés pour un voyage inoubliable. Ça, je vais aussi le lire très très vite. Et voilà. Sinon, du coup, on passe à mes lectures en cours, enfin à ma lecture en cours du coup de Noël que je vais vous montrer. Et avant la lecture que je viens de finir, qui est Stand Still, Stay Silent, le livre 1, donc qui est une grosse BD de 300 pages, qui était donc une belle introduction au début de la saga, que en fait c'est à la base un webcomic, donc que vous pouvez lire gratuitement sur le site de l'auteur dans sa version en anglais. Ici j'ai la version en français qui est publiée chez Aquileos, qui est sortie jusqu'au tome 4 actuellement, et qui est une dystopie, je sais pas si on peut dire dystopie, oui, post-apocalyptique. Je vous en ai déjà parlé précédemment, je suis désolée, du coup j'ai le visage tout plein de soleil, mais je vous en ai déjà parlé précédemment. Il y a eu une épidémie, une maladie qui ressemble à ce que j'ai chopé pour le coup au début du livre, le monde est devenu peuplé de trolls, de créatures diverses et variées, et ça se passe donc c'est à cheval sur la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande. On est dans cette zone. Et voilà, et il y a des zones comme ça qui sont safe, et puis le reste du monde est à l'abandon. Et en fait, on a un groupe d'explorateurs qui va partir pour la première fois s'aventurer dans les terres non sécurisées, donc qui sont peuplées de toutes ces créatures dont je vous ai dit. Ils vont partir dans un grand tank, etc. Donc dans ce tome-là, on les voit tous se rencontrer. Donc c'est une grosse introduction au début de la saga. On voit la première excursion à l'extérieur. Et ils ont notamment, dans leur mission officielle, qui est d'aller explorer... Ah ben il suffit que je me recule un peu. Qui est d'aller explorer tout ce beau monde. Ils ont une mission officieuse dedans qui est de récupérer des livres. Puisque les livres ont quasiment disparu, hein, ils sont restés piégés dans ce monde-là et dans toutes ces maisons et ces bâtiments abandonnés. Et aujourd'hui, ils valent beaucoup d'argent, ces livres, et donc ils vont être missionnés de façon officieuse d'aller récupérer ces livres-là. Et voilà, c'était très très cool. J'ai les 3 autres tomes là, j'ai les tomes 2, 3, 4 dans ma bibliothèque, derrière, on les voit pas, c'est en bas. Et voilà, donc je vais continuer, sûrement après Noël, parce que là du coup je me fais une petite pause Cosy Mystery de Noël. Mais très très cool, donc je vous la recommande. La palette de couleurs est à chaque fois très très belle. Et on la voit là. Bref, c'était cool. C'était cool, puis il y a tout un glossaire avec les créatures, les langues, vous voyez, il y a tout un univers enrichi autour. Le site de l'auteur que vous pouvez aller voir, du coup, qui s'appelle SSSS, donc pour les 4 S de Stay Still, Stay Silent, qui veut dire en gros restez silencieux et ne bougez pas, quoi. Parce que il y a des créatures partout. Et voilà. Et je vais vous chercher, du coup, hop là, me revoilà. Oh là là, il y a plein de poussière. Il était sur l'étagère. Oh, bon, je ne vais pas le secouer. Il était sur l'étagère de mon fils, là, en mode exposition. Et du coup, il a pris plein de poussière. C'était ces dessins-là là, que je vous parlais, qui ressemblent à ceux du truc viking, là. Vous voyez, on est d'accord, c'est clairement les mêmes styles de dessin. Et donc, d'ailleurs, du coup, je vous les montre pour les idées cadeaux. Ces deux-là, qui je suppose sont toujours disponibles. Hein. Je crois que celui-là est sorti l'année dernière. Celui-là, l'année d'avant. Ou alors celui-là, il y a 2 ans et celui-là, il y a 3 ans. Je sais plus. En tout cas, voilà, pour les idées cadeaux, je vous les montre au passage, ça mange pas de peine. Et donc, en ce moment, je lis ceci, que vous avez sûrement vu passer aussi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est Retour à Saint-Marie, c'est un cosy mystery de Noël.
de Karine Pitocchi, je pense. Voilà, on est du coup en Angleterre. Et elle est scénariste. Alors, le début, j'ai pas aimé, j'avoue. Et là, maintenant, à partir de... Depuis que je suis à peu près à la moitié du livre, ça y est, je trouve que c'est... Enfin, j'ai pas aimé. Hein, c'est un peu brusque. Mais j'ai pas... Il y avait ce que j'aimais pas, en fait, au début, dans ce roman. Je me suis dit, oh non, c'est ce que je veux pas. C'est parce que elle est scénariste d'une série à grand succès. Son mec, c'était l'acteur de la série qui joue dedans. Il l'a trompé avec l'autre actrice de la série qui joue dedans. Et en fait, au début, j'avais beaucoup de trucs que j'aimais pas. C'est-à-dire que j'aime pas les trucs qui sont trop contemporains à fond. En mode, on nous parle de télé, de téléphone portable, de nouvelles technologies. Je sais pas pourquoi j'aime pas les... Pourtant, ça existe, hein, on est d'accord là. Mais je sais pas pourquoi j'aime pas les livres qui tournent autour de ça. Donc déjà, ça, très personnel. Et puis, je trouvais un peu au départ quand même un peu cliché la scénariste, qui sort avec la superstar, qui le trompe, qui du coup, elle se réfugie dans son cottage à la campagne dans lequel sa grand-tante est décédée, donc elle en a hérité. Lui, c'est son meilleur ami, donc elle y retrouve là-bas son meilleur ami / amour d'enfance qui évidemment a perdu sa femme et qui maintenant ils vont se retrouver, sauf qu'il est devenu pasteur. Voilà, en fait je trouvais qu'on nageait au départ dans un stéréotype de personnage. Y a son frère qui est horrible. Pareil, il est très manichéen comme personnage, pas de subtilité. Style, elle va dans le cottage, il lui dit ouais, il m'appartient aussi à moi. Regarde, mais je suis bien sympa, je te fais pas payer de loyer, mais t'aurais dû me demander avant. Vous voyez, le con pas possible qui s'occupe pas de son fils et donc il envoie son fils dans le cottage. Donc, j'ai pas aimé j'envoie le fils dans le cottage en mode à nouveau très cliché, très manichéen comme personnage de je veux pas m'occuper de mon gamin, ça me gonfle, machin. Et puis en plus, moi j'aime pas quand il y a des ados qui débarquent là au milieu. Donc bref, il y avait beaucoup de trucs au début que j'aimais pas. Entre mes préférences personnelles de voilà, l'ado, le truc quand on nous parle toujours un peu de l'ado, il est youtubeur, vous voyez ce genre de truc trop moderne. Trop contemporain, donc ça c'était mon goût personnel, j'aimais pas. Et les personnages que je trouvais quand même très clichés et très faciles, c'est-à-dire qu'ils sont clichés dans qui ils sont, mais ils sont clichés aussi dans leur... je les trouvais clichés dans leur façon de penser, c'est-à-dire qu'ils pensent soit noir, soit blanc, et de façon très évidente, et du coup c'est presque trop simple en fait. On a l'impression que c'est des personnages qu'on a vus partout, enfin voilà. Donc au départ je me disais, oh, dommage, ça va pas le faire avec moi, j'aime pas trop. Et puis en plus, je lis en même temps, enfin j'écoute en audio depuis des années Agatha Raisin, dans la même collection, que là par contre j'adore. Et donc je pense que j'étais aussi dans les personnages d'Agatha Raisin, dans le style d'Agatha Raisin, qui est différent de celui-là, et donc je pense que ça y a... Ce pauvre livre, et il n'est pas tombé, je pense que c'était pas le bon truc d'avoir deux cosy mysteries différents pour moi en même temps, parce que du coup, comme il y en a un que j'adore, ben, tu sais, j'avais des attentes très hautes sur les autres. Enfin, au moins que ça me plaise autant, et puis du coup, quand il y en a un qui me plaît moins, je suis en mode, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va. Mais bon, ce n'est que mon avis à moi sur le début. Et par contre, et pour l'enquête aussi, j'aimais pas trop, parce qu'en fait, c'est pas vraiment elle qui résout l'enquête ou qui mène l'enquête, c'est les policiers, et puis ils viennent nous donner des nouvelles, et puis elle fait sa petite vie à côté, et il se passe juste des petits cancans de quartier, ce qui moi m'intéresse pas trop. Et voilà, mais à partir du milieu du roman, ça devient, je trouve, plus intéressant. Je pense aussi, je me suis habituée aux personnages, donc passer la première surprise de les découvrir et d'être pas complètement convaincue par eux,
au fur et à mesure, je commence à me dire, oh bon, ils sont pas si mal, ils sont sympas quand même, bon. Et voilà, donc je pense que j'ai eu une sorte de petit a priori au départ. Et là, je trouve que tout ce qui est lié au cosy mystery prend plus de place, alors qu'au début, on était plus dans la présentation des personnages et puis leurs petits déboires de vie sentimentale, quoi. Voilà, là, ça y est, on est rentré vraiment dans qu'est-ce qui s'est passé, ça devient de plus en plus intriguant. Le meurtre qui est enfin avéré que c'est un meurtre. Voilà. Peut-être une des choses aussi que j'aimais pas, c'est que les meurtres se passent sur des personnes âgées et en plus de la famille du personnage, donc ça fait de la peine. Et moi, j'aime pas avoir de la peine quand je lis des livres. Typiquement, les Agatha Christie, t'as jamais de peine pour le personnage qui meurt. C'est toujours soit un Gus que tu connaissais pas, soit un que tu pouvais pas te blairer, soit voilà. Et puis il y a un peu ce ton d'humour. Enfin, c'est un peu toujours cocasse. Alors que là, bon voilà, le fait que ce soit des personnes âgées, inoffensives, qui se fassent assassiner, ça me plaît moins. Mais bon, voilà, je pense que j'ai eu un mauvais départ et plusieurs choses personnelles qui font que ça me plaît moins qu'un Agatha Christie, qu'un Agatha Raisin. Mais cela étant, ça y est, je commence à prendre du plaisir sur ma lecture là depuis le milieu du roman. Et donc, on va voir ce que ça donne. Par contre, voilà, ça se lit très vite, la couverture est très cute. On retrouve tous les éléments du roman. Il y a le chat, il y a le chien qui sont dans le roman, il y a les personnages, il y a ici les deux commères qui sont les voisines. On voit derrière les... En gros, on retrouve tous les personnages qu'on a dans le roman, quoi, sur la couverture. Donc j'ai bien aimé ces détails-là. Et puis la couverture est super belle. Mais voilà, ça sera sûrement pas mon cosy mystery préféré. Mais je suis quand même contente d'avoir continué parce que j'avoue qu'au début, je me suis carrément dit, bon écoute, des livres, j'en ai des tonnes. Est-ce que je laisse pas sur le côté? Tant pis. Parce que là, bon, je trouve qu'il se passe rien, ça me plaît pas. J'aime pas les personnages. C'est trop, voilà, leur vie, tu m'as trompé, je t'aime pas, mais toi je t'aime bien, je cache mes sentiments, et ce genre de trucs. Et moi qui ne lis pas de romance, c'est pas de contemporain, c'est pas pour moi. Et donc moi, c'est vraiment pour le cosy mystery que je suis là, tu vois. Et donc ça y est, voilà. Sachez que ensuite, si vous avez les mêmes ressentis que moi, sachez que peut-être continuer parce que ensuite ça se développe et ça devient quand même assez intriguant. Et voilà, j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire, donc je vais le finir, ça c'est sûr. Mais voilà, faux départ, mais sûrement une bonne ligne d'arrivée à la fin, donc contente d'avoir continué ça. Et voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. 1h30, comme d'habitude, que voulez-vous que je vous dise. Je vous dis à très vite, mes girls. Bye!